Parler du plateau tibétain, c'est déjà se transporter au cœur de l'Asie et en altitude, à une moyenne dans 4000 mètres environ, entre deux immenses chaînes, la chaîne de l'Himalaya au sud et la cordillère du Kunlun au nord. Ce plateau tibétain inclut depuis 1950 mètres dans l'immense Chine, est limité au sud par le Pakistan et l'Inde, deux États d'importance majeure, et au sud-est par 9 États de superficie moindre mais à forte densité de population. Cette photographie, prise par Mathieu Ricard dans un vol entre le Bhoutan et Delhi le 14 octobre 2011, nous montre l'étendue de cette chaîne avec au centre de la photo l'Everest, 8848 mètres, et sur le côté droit, le Makalu, 8460 mètres. L'ensemble de la chaîne compte de nombreux sommets à plus de 8000 mètres d'altitude et de nombreux glaciers dont nous verrons l'importance. Pour beaucoup d'Occidentaux, parler de l'Himalaya fait souvent rêver. Une chaîne de montagnes qui attire nombre de passionnés de nature et de haut sommet, simples trekkers ou himalayistes, chevronnés mais aussi curieux de rencontres humaines et de civilisations souvent marquées par le bouddhisme tibétain. Ce nom Himalaya signifie en sanskrit « demeure des neiges ». L'Everest, qui culmine donc à 8848 mètres, est vénéré par ces populations tibétaines sous le nom de Chomolungma, déesse mère de la terre. Pour les Népalais, c'est Sagarmatha, signifiant mère du ciel. Sans doute faut-il comprendre que ces noms correspondent à une réalité intangible, l'origine de l'ensemble des fleuves et rivières qui irriguent l'Asie du Sud-Est et nourrissent les nombreuses populations riveraines, donc tributaires de l'eau du plateau tibétain. Cette chaîne himalayenne aux nombreux sommets de 8000 mètres est donc le véritable château d'eau de cette partie orientale du continent asiatique, également dénommé par les géographes et climatologues le troisième pôle, en raison justement de l'importance des glaciers, source de l'essentiel des eaux des fleuves et affluents qui irriguent l'Asie, comme nous le montre la carte où nous reconnaissons au Tibet le fleuve principal qui le traverse, le Yarlung Tsampo, qui dès son entrée en Inde, après la traversée de la chaîne et un coude majestueux dans des gorges peu connues, devient le Brahmapoutre. Les autres fleuves ou affluents, le Sutlej vers le Pakistan, le Gange vers l'Inde et le Bangladesh. Au Bangladesh, le Gange revient donc le Brahmapoutre. Les autres pays, 9 États de moindre superficie, sont également cependant peuplés de façon très dense, d'où le problème que pose l'eau dans toutes ces régions, soumises le plus souvent à l'autorité de la Chine qui exploite et gère barrages et constructions hydrauliques à but hydroélectrique ou à but de l'irrigation du plateau du désert de Gobi. Pour les plus connus et leurs affluents. Tous nés sur le plateau tibétain se feraient un chemin dans la chaîne himalayenne avant de couler vers les plaines en direction de l'océan Indien ou de la mer de Chine. Tous ces cours d'eau descendus de la chaîne himalayenne sont alimentés par la fonte des glaciers et des neiges et subissent dans les plaines les régimes plus ou moins réguliers des moussons, ce qui, entre les travaux de barrages et de déviation des cours d'eau et l'irrégularité des moussons, pose de graves problèmes aux populations concernées. Je citerai Paul-Henri Moinet dans Le Nouvel Économiste, paru ce 18 février 2021. Quand la Chine s'est éveillée. Avant Confucius existait le fleuve jaune et avant Mao le fleuve bleu. Avec le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus, le Mékong, la Salween, ces fleuves sont les 7 frères du bassin himalayen. C'est sur les plateaux du Tibet qu'ils prennent leur source et de là qu'ils irriguent pratiquement toute l'Asie du Sud-Est. 1,3 milliard de personnes
vivent au bord de leurs rives. 2 milliards dépendent d'eux pour leur production agricole. Longtemps, les grands frères tibétains ne connurent que la compagnie des yaks, des éleveurs, des chamans, des pèlerins, des explorateurs ou des cavaliers des empires rivaux se disputant la région. L'agropastoralisme a aujourd'hui cédé le terrain au tourisme, au pouvoir hydroélectrique, à l'appropriation des terres, à la prédation des ressources tributaires. Cependant, ces fleuves sont aussi largement exploités en amont de la barrière himalayenne par la Chine. Un nombre considérable de barrages hydroélectriques et de retenues plus ou moins importantes destinées à l'irrigation entravent le cours normal de tous ces fleuves. Impossible de les compter tous ces ouvrages et les conséquences de leur utilisation peuvent donc être fâcheuses, voire désastreuses en aval, d'autant plus que peu d'accords bilatéraux ou multilatéraux régulent leur utilisation et en conséquence leur débit. Les pays tributaires sont donc toujours et dans l'inquiétude de voir les débits diminuer considérablement ou au contraire provoquer de graves inondations, ou cela menace des volontés de Pékin. Envisageons avant de conclure la problématique posée par ces multiples installations qui entravent le cours des fleuves issus du plateau tibétain. Ils subissent depuis quelques décennies des métamorphoses rapides du fait de la croissance économique de la Chine et donc de la nécessité impérieuse de satisfaire des besoins accrus en énergie électrique. Ce développement ne va pas sans conséquences directes et indirectes sur l'environnement et les modes de vie des populations concernées. Nous avons tous le souvenir de professeurs nous expliquant comment les fellahs égyptiens attendaient avec impatience les puissantes crues du Nil, dont les limons déposés fertilisaient les champs inondés, assurant ainsi des cultures vivrières d'importance. À ce titre, il faut bien se souvenir que le puissant barrage d'Assouan a certainement fourni l'énergie nécessaire au développement industriel de l'Égypte, mais au détriment d'une agriculture qui n'est plus aussi florissante. Il en va de même de tous les barrages, dont ceux qui préoccupent spécialement les populations autochtones des régions en aval. Ces plaines d'inondations fertiles du Brahmapoutre sont occupées par des cultures irriguées, le plus souvent des rizières. Elles sont ainsi soumises à des modifications importantes qui diminuent la qualité et la productivité. La régulation et la modification des cycles des crues naturelles du fleuve, exécutées en vue de régler le débit, suppriment les variations saisonnières. Autant de modifications qui perturbent aussi bien la faune que la flore, avec des conséquences pour la biodiversité et la nécessité imminente pour les populations riveraines de trouver des solutions. Il faut pouvoir cultiver dans ces zones et continuer à y vivre, telle est la problématique. Tout ceci sans même parler du réchauffement climatique. Ce qui inquiète beaucoup les populations de ces régions est le dernier projet chinois qui dépasserait largement en production le barrage des Trois Gorges. Il deviendrait ainsi le barrage hydroélectrique le plus puissant du monde, une puissance installée totale de 60 gigawatts. Elle est évoquée par la Chine parce qu'elle comblerait bien sûr les carences chinoises et permettrait même de réduire les émissions de CO2 de son secteur électrique. Louable intention, il est vrai, mais à quel prix pour les populations en aval? L'Inde est donc fortement préoccupée par cette mise en barrage des eaux du cours supérieur tibétain du Brahmapoutre, surtout parce qu'il forme au Bengale indien et au Bangladesh voisin l'un des deltas les plus fertiles et une des régions les plus densément peuplées de la planète. Bien que la Chine assure conserver une attitude responsable dans la gestion transfrontalière des ressources,
et affirme prendre en considération les possibles conséquences sur les zones situées en aval, l'épée de Damoclès est bien présente au-dessus des têtes des populations indiennes et la vie dans ces régions n'y est plus un long fleuve tranquille. Tributaire face à la menace que constitue la Chine dans ce domaine particulier de l'eau. Ces images satellites sont étudiées, commentées et diffusées par le colonel Vinayak Bhatt, officier de l'armée indienne, à la longue expérience, que nous remercions pour son efficace coopération. Près de Zangmo, petite ville du Tibet central, entre Katmandou et Lhasa, le barrage de Shangri-Loka a été amélioré. Sa largeur a été multipliée par 4, passant de 100 mètres en 2012 à 400 mètres, comme observé le 4 août 2020. Le niveau d'eau s'est donc élevé de près de 150 mètres. Ces types de modifications peuvent permettre de réduire considérablement et à volonté les quantités d'eau reçues en aval et donc entraîner un manque d'eau crucial pour les populations et les cultures dans les pays tributaires. Il est à noter que ces immenses chantiers s'inscrivent très certainement dans la volonté d'hégémonie de Xi Jinping, toujours plus grand. Mais des contradictions existent. La perte de courant dans le transport vers les zones de consommation par effet Joule est de 50% tous les 1500 km, une perte considérable. Faut-il donc augmenter le nombre d'installations pour compenser ces pertes? La question se pose. Des éboulements de masse rocheuse obstruent souvent le cours du fleuve, comme ici, consécutifs aux explosions nécessaires aux travaux d'élargissement et très récemment aux travaux de dérivation qui obligent à passer sous la montagne. Ces travaux herculéens sont entrepris par la Chine afin de détourner vers le nord du pays une partie des eaux du Brahmapoutre via 2 tunnels et de gigantesques canaux, le projet étant d'alimenter Pékin et davantage encore d'irriguer le désert de Gobi. Le vieux rêve de Mao se concrétise 50 ans après. Entre autres dommages, il est sûr que la qualité des eaux subséquentes peut en subir les effets dévastateurs. Pollution diverses et dangereuses, voire stupéfiantes. Ce fut le cas durant de nombreux jours en novembre 2017. Le Brahmapoutre charriait des boues épaisses, en somme une eau certainement impropre à la consommation. Culture dans les pays tributaires. Il est à noter que ces immenses chantiers s'inscrivent très certainement dans la volonté d'hégémonie de Xi Jinping, toujours plus grand. Mais des contradictions existent. La perte de courant dans le transport vers les zones de consommation par effet Joule est de 50% tous les 1500 km, une perte considérable. Tous les pays tributaires craignent l'assèchement des terres, des inondations graves et intempestives, l'évolution négative de la biodiversité, comme la disparition importante des poissons d'eau douce, source essentielle de l'alimentation, surtout dans le bassin inférieur du Mékong, tout ceci sans compter les imprévisibles tremblements de terre plus fréquents dans ces régions de l'Himalaya. En citant à nouveau Paul-Henri Moinet, l'agropastoralisme a aujourd'hui cédé le terrain au tourisme, au pouvoir hydroélectrique, à l'appropriation des terres, à la prédation des ressources. Le plateau himalayen est devenu l'un des endroits du monde qui cristallise les grandes menaces de l'Anthropocène. En effet, élargissons notre étude. Depuis l'invasion du Tibet décidée par Mao, la révolution culturelle et la mainmise de Pékin sur les ressources, les dangers se multiplient sur le toit du monde. Quelques mots de l'impact de l'attrait du Tibet. Les touristes et les himalayistes, nouveaux nomades, sont nettement moins en phase avec la nature que les Tibétains. Au retour de notre découverte du mont Kailash en 2002, j'avais été concerné par l'abondance de déchets plastiques flottant sur le Yarlung Tsampo.
poubelles partout. Remercions au passage Marion Chéniaud-Dupuis, qui a tout récemment œuvré au camp de base de l'Everest versant tibétain, et remercions aussi les Sherpas et les scouts qui s'activent aussi chaque année versant népalais. On attendrait quand même mieux des amoureux de la montagne. Malgré tout, Paul-Henri Moinet se réjouit ainsi. Mais rien n'est jamais perdu. La région autonome du Tibet a récemment annoncé que la moitié de ses terres, soit 540 000 km², presque l'équivalent du territoire français, était passée sous stricte surveillance écologique. Il est sans doute louable d'apprécier les efforts post-destruction. Pékin peut vouloir se donner bonne conscience. Mais n'oublions quand même pas que traditionnellement, le mode de vie des nomades tibétains avait régulé naturellement pendant des millénaires la biodiversité. Le Tibet était une réserve naturelle bien avant que Pékin ne découvre l'écologie. Selon Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, les premiers Tibétains étaient des Denisoviens, des traces humaines et des restes de ce groupe humain éteint, vieux de 160 000 ans, daté en 2019, prouvent une occupation de plusieurs milliers d'années à plus de 300 mètres d'altitude. Une sérieuse connaissance de la vie pastorale et de l'utilisation à bon escient des ressources naturelles de l'eau, dont l'eau. La guerre de l'eau aura-t-elle lieu en Asie du Sud-Est? Il est certain que naturellement, ces pays ne manquent pas d'eau, mais pour rire jaune il est vrai, je dirais que Pékin ne manque pas d'air. Là est le danger. Pour terminer, rêvons avec cette photo de Mathieu Ricard, que l'Everest dominant la chaîne himalayenne, troisième pôle ou toit du monde. Sachons en apprécier la beauté et souhaitons que les peuples vivent en harmonie au pied de cet indispensable château d'eau pour un anthropocène constructif.